Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, un contrat à plusieurs dizaines de milliards d'euros envolé en annulant la commande de sous-marins qu'elle avait conclue avec la France en 2016 sous la présidence de François Hollande. L'Australie a déclenché une crise diplomatique et transatlantique. Ce sont les États-Unis qui fourniront finalement des sous-marins à Canberra. Le ministre français des Affaires étrangères a qualifié l'affaire, je cite, de coup dans le dos. Pourquoi avoir brisé un tel contrat? Quelles conséquences pour notre industrie de l'armement et notre stratégie militaire? Bonjour Martin Motte. Bonjour Guillaume Erner, et merci Vous- de votre invitation. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et responsable du cours de stratégie à l'école de guerre à Paris. Alors, il faut tout d'abord nous expliquer ce qui s'est passé pour qu'on en vienne donc à rompre ce qui est abondamment présenté comme le contrat du siècle conclu en 2016 entre le groupe industriel français Naval Group et l'Australie. Comment peut-on d'ailleurs briser un tel contrat signé 5 ans plus tôt? Alors je crois qu'en fait l'étonnement de nos contemporains vient du fait qu'ils ont projeté les normes du droit ordinaire sur des questions militaires, avec toutes ces théories selon lesquelles finalement les politiques de puissance seraient finies, la puissance de la puissance, etc. Et la vérité c'est que c'est évidemment complètement faux et que des contrats d'armement de cette importance restent complètement politiques et donc peuvent être brisés par le politique quand il veut. Hein. Et bien évidemment il y a des Donc en fait, pénalités. ce ne sont pas de vrais contrats, parce que quand vous êtes abonné à une chaîne de télévision, par exemple, c'est difficile de rompre cet abonnement, pas lorsque vous avez commandé des sous-marins. Alors, ce sont de vrais contrats, puisqu'en règle générale, il y a une clause de rupture qui est prévue. Et on ne sait pas du tout ce qu'elle est, cette clause de rupture, puisque le contrat est secret très largement, mais la presse australienne laisse entendre que l'Australie verserait 250 millions de dédommagements à la France. Pour remboursement des frais déjà engagés. De même que nous, lorsque nous avions rompu le contrat Mistral avec la Russie, nous avions payé 950 millions d'euros à la Russie. Donc c'est pas du tout rupture de contrat, disons, sans compensation. Martin Motte, ces sous-marins, quelles étaient leurs caractéristiques? Pourquoi l'Australie les avait commandés à Naval Group, autrement dit en France? Alors, il y avait manifestement à l'époque le souci de ne pas se doter d'une technologie nucléaire parce que ça apparaissait comme une provocation vis-à-vis de la Chine, d'une part, et d'autre part parce que il y a une sensibilité très forte au nucléaire dans le Pacifique Sud, toute l'opposition aux essais nucléaires français autrefois, et la Nouvelle-Zélande, qui est évidemment un partenaire très proche de l'Australie, refuse complètement le nucléaire. Bon. Donc, comme ils voulaient malgré tout des sous-marins pour se défendre contre la menace chinoise, ils ont demandé à la France de leur fournir des coques qui sont en gros celles de nos sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda, mais avec une propulsion classique. Donc diesel. Diesel électrique, voilà. Et entre-temps, ils ont dit que c'était plus adapté à leurs besoins, qu'ils voulaient basculer sur le nucléaire. Mais les arguments qui sont donnés sont, à mon avis, pour les deux principaux avancés, complètement fallacieux. Pourquoi? Alors, les Australiens ont invoqué d'une part un dépassement, un dérapage des coûts initialement prévus, et deuxièmement un allongement des délais initialement prévus. Alors, l'un et l'autre, c'est vrai, mais premièrement, dans les contrats d'armement, c'est toujours le cas, et c'est rarissime un contrat d'armement qui tient les délais et les sommes prévues, tout simplement parce que ce sont des contrats qui se développent sur des décennies, et donc le coût des matières premières change, etc. Bon, ça c'est la première donnée. Donc, ils ont rompu en sur arguant l'allongement des délais. l'allongement des délais et des coûts. Bon. Mais la vérité, c'est que la solution qu'ils disent vouloir retenir, c'est-à-dire passer par les anglo-saxons pour avoir du nucléaire, va allonger considérablement plus les délais et les coûts. Parce qu'en fait, l'Australie n'a aucune compétence en matière nucléaire, elle n'a même pas de centrale nucléaire civile. On aurait été capable de les fabriquer, ces sous-marins nucléaires? Nous, ah bah évidemment, puisque, encore une fois, ils prennent des coques des Français, de sous-marins français qui sont eux-mêmes nucléaires. Donc oui, on aurait pu les fabriquer. Alors, Mais l'argument alors, pourquoi, dans ces conditions, ce que l'on ne comprend pas à Martin Motte, pourquoi l'Australie n'est pas allée au bout? Le contrat avait été conclu. C'est apparemment problématique sur le plan politique de rompre ces contrats. Alors, je pense que... Alors, ce qui a été argué sur le plan du nucléaire, c'est que nos sous-marins nucléaires à nous ont un uranium qui n'est pas suffisamment enrichi pour durer très longtemps. Donc, tous les 10 ans, il faut changer le combustible nucléaire. Sur les sous-marins nucléaire américain, il faut le changer tous les 33 ans. Donc là, il y a évidemment un avantage opérationnel. Mais je crois qu'en fait, c'est mon interprétation, hein, je ne garantis pas qu'elle soit la bonne, c'est avant tout la peur de la Chine qui a fait que l'Australie a voulu se donner un protecteur permanent, extrêmement puissant, et qu'elle pensait que seuls les États-Unis pouvaient être ce protecteur. Et c'est un calcul qui est un petit peu dangereux, parce que finalement, il vous assure un protecteur plus puissant en cas de guerre, mais aussi il multiplie les risques de guerre. Parce que si vraiment l'Australie devient un protectorat militaire américain, elle ne pourra pas échapper à une crise entre les États-Unis et la Chine. Mais
Pourquoi? Parce qu'il y a un risque imminent de guerre entre l'Australie et la Chine, Martin Motte? Bah, il n'y a pas de risque imminent, mais enfin, la montée de la flotte chinoise et des ambitions chinoises. Alors, on en parlait tout à l'heure. Une des raisons pour lesquelles l'Australie est à couteau tiré avec la Chine depuis maintenant des mois, c'est justement que ces réseaux d'influence chinois dont il a été question tout à l'heure sont extrêmement actifs en Australie. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'Australie a refusé le téléphone Huawei sur son territoire parce qu'il était soupçonné de pouvoir alimenter de l'espionnage, de la propagande, etc. Bon, mais dans le même temps, la France a perdu un partenaire géopolitique pour sa stratégie militaire dans la zone Indo-Pacifique. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, Martin Motte? Alors, de toute façon, on ne pourra pas se désengager de la zone très facilement. Il y a 600 000 francophones dans la zone, dont 200 000 en Nouvelle-Calédonie, qui est la principale concentration. Donc, je pense qu'une des clés de ce qui va se passer pour notre présence dans la zone, c'est tout simplement le référendum qui va avoir lieu en décembre, le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie. Si les indépendantistes le gagnent, et il a été rappelé tout à l'heure qu'ils sont soutenus par la Chine, alors, à terme, la Nouvelle-Calédonie deviendra une base chinoise. C'est ça la hantise des Australiens et Néo-Zélandais. Et d'ailleurs, les référendums précédents ont été beaucoup plus suivis par l'opinion australienne et néo-zélandaise que par l'opinion française métropolitaine. Bon, il y a un autre problème, c'est que cela tend nos relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne qui va intervenir sur ces sous-marins. Et là aussi, Martin Motte, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut imaginer? Je pense que la coopération militaire, navale, ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. C'est impossible, on a trop d'intérêts communs. Simplement, je pense qu'il va falloir d'abord des éclaircissements, parce que c'est vrai que la France a été traitée d'une manière qu'elle peut légitimement juger cavalière, et d'autre part, pour l'industrie de défense française, se trouver de nouveaux partenaires dans la zone qui pourraient être peut-être l'Indonésie ou la Corée du Sud. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, la norme bientôt, ce sera uniquement d'avoir des sous-marins nucléaires, que les sous-marins classiques, donc avec des moteurs diesel qui rechargent des batteries, et bien tout ça est amené à disparaître? Ah, je ne pense pas, parce que la technologie nucléaire est quand même confidentielle, elle est très difficile à obtenir. L'Australie serait, si elle se dote de cette technologie, le 7e pays au monde depuis les années 50 à avoir des sous-marins nucléaires. Donc il y a beaucoup de pays de puissance pour lesquels le diesel électrique modernisé avec propulsion anaérobie, c'est-à-dire ce qu'on proposait aux Australiens, restera quand même, en termes de coût-efficacité, la meilleure solution. Est-ce que ça veut dire aussi, Martin Motte, que les sous-marins ont un rôle déterminant aujourd'hui et demain en matière stratégique? Ah bah ça c'est évident. C'est évident parce qu'ils sont très polyvalents. Et alors, une des caractéristiques sur lesquelles on n'attire pas assez l'attention, c'est leur capacité croissante à mener des opérations spéciales. Les sous-marins qu'on se proposait de vendre à l'Australie, comme les nôtres, la classe Suffren, comme d'ailleurs les sous-marins américains qui pourraient prendre la relève du côté australien, sont équipés pour pouvoir mettre des commandos à terre très facilement et les récupérer très facilement. Or, une des inquiétudes justement des Australiens, c'est l'activisme de tas de mouvements indépendantistes ou autres soutenus par les Chinois dans toute cette zone-là. Et il faut mettre ça en parallèle avec le fait que l'Australie est aussi en train de faire un gros effort pour ses bâtiments amphibies. Donc la capacité à pouvoir jouer un rôle de stabilisation ou de contrer des mouvements de déstabilisation dans les îles du Pacifique, ça c'est une chose importante, en plus des missions classiques d'un sous-marin. Mais alors justement, en outre de ces missions classiques, vous êtes en train de dire en conclusion, Martin Motte, qu'un sous-marin, ça sert de moins en moins à tirer des missiles et de plus en plus à faire du transport de troupes. C'est du transport de troupes amélioré. Non, non. En fait, transporter des commandos ou tirer un missile, il y a un point commun, c'est l'extrême précision de la frappe. Donc c'est quand même très très lié. Alors évidemment, quand on parle de missiles, ne confondons pas, les sous-marins qu'on voulait vendre aux Australiens ne sont pas des sous-marins qui tirent des missiles nucléaires. Ils peuvent tirer des missiles conventionnels uniquement. Merci beaucoup Martin Motte. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études en sciences sociales. 7h43 et l'on évoque Éric Zemmour, une ascension médiatique entre attraction et répulsion, dit Le Monde de ce matin. Énormément d'articles et de commentaires lui sont consacrés à cette candidature possible, puisque aujourd'hui celle-ci n'est pas officielle. Et je suis en compagnie de Gérard Noiriel. Bonjour, vous êtes historien et directeur d'études à l'EHESS, spécialisé notamment dans les questions liées à l'immigration et à la classe ouvrière. Il y a 2 ans, je vous avais reçu pour l'un de vos ouvrages. Cet ouvrage s'intitulait Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la page sombre de la République. C'était aux éditions de La Découverte, un ouvrage, donc, comme son titre l'indique,
qui était consacré à Éric Zemmour. Vous aviez également publié une tribune virulente dans Le Monde consacrée à Éric Zemmour, puisque vous lui reprochiez de tenter, je vous cite, de discréditer tous les historiens de métier. Mais alors, aujourd'hui, semble-t-il, Éric Zemmour ne cherche pas véritablement à concurrencer les historiens, il vise d'autres choses. Ah ben, quand même, dans son dernier livre, il s'en prend de manière insultante à Patrick Boucheron, à moi nommément aussi. Enfin, il continue. Enfin, c'est une des dimensions de son discours. Hein, l'anti-intellectualisme, c'est une dimension du populisme. Voilà. Je ne sais pas s'il brigue un poste d'historien. Je n'ai pas Oui, l'impression. oui. Non, c'est effectivement, vous avez raison, depuis 2 ans, il y a eu une évolution, on pourrait dire une radicalisation aussi, puisqu'il passe maintenant dans ce qu'il raconte, donc du discours à l'action. C'est-à-dire, il estime avoir fait le bon diagnostic en s'appuyant sur l'histoire. C'est ce qu'il reproche justement à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron, c'est de ne pas être suffisamment tourné vers l'histoire de la France. Et donc, à partir de ce diagnostic, donc, il annonce une éventuelle candidature. Donc, c'est ça qui est assez inédit dans l'histoire de France. Par exemple, si on prend Drummond, il avait créé un parti. Alors, il faut rappeler qui était Drummond, Gérard Noiriel. Édouard Drummond, donc, c'est l'un des principaux propagandiste de l'antisémitisme en France, qui va avoir un impact très important. Il écrit un livre qui a un retentissement important. Important, oui, qui s'appelle La France juive, qui est une horreur, enfin un pamphlet vraiment horrible, qui au début d'ailleurs n'a pas de succès, mais par toute une série de stratégies, j'explique dans le livre comment petit à petit il arrive à avoir une audience et il devient incontournable. Bon, donc évidemment l'époque n'est plus la même, voilà, on a des évolutions. Mais Éric Zemmour n'a jamais écrit la France juive, mais pour vous, le parallèle se fondait sur quel point? Sur quel point? C'est ce que j'appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre. C'est-à-dire c'est des gens qui ont une certaine intelligence de la situation et qui savent ce qu'il faut dire pour acquérir une certaine popularité. Notamment la gestion de la mort, on peut redire, c'est la vieille... Aristote avait déjà montré que la tragédie avait toujours un impact dans un public. Et donc là, on retrouve ça constamment chez ces gens-là. Eh bien justement, on va entendre Éric Zemmour. C'était le 15 septembre dernier et c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est l'avenir du peuple français. Parce que l'avenir du peuple français, c'est tout simplement la vie ou la mort de la France. Je vais vous donner des exemples très simples. Oui, obsession. Allez-y. Obsession, ça vient du latin qui veut dire assiéger. Oui. Donc nous sommes assiégés. Donc oui, c'est mon obsession. Oui. Mais vous savez, Jean-Jacques Bourdin, oui, quand on vit et quand on meurt, on ne vit plus. Donc tous les autres... Bon. Ça c'est certain. Donc vous êtes d'accord que c'est plus important que tous les sujets de préoccupation qu'on a dans la vie, puisque c'est la vie elle-même qui est plus importante. C'est tout ce que je dis. Et là, nous sommes effectivement dans une question de vie ou de mort. La voix d'Éric Zemmour au micro de Jean-Jacques Bourdin. Alors c'est un extrait qu'on a un peu ramassé, Gérard Noiriel. Vous qui êtes historien, cet extrait il est intéressant parce qu'Éric Zemmour a été par exemple interrogé sur des questions économiques et on voit bien qu'au fond, ça n'est pas véritablement ce qui le passionne, en tout cas aujourd'hui, car il évoque une question de vie ou de mort pour la France. Et ça, pour vous, c'est un thème qui est un thème déjà ancien dans ce type de discours ? Oui, c'est le prophétisme apocalyptique, on pourrait dire. Vous voyez, on retrouve ça explicitement déjà chez Drummond. Hein. C'est, je dirais, ce qui nourrit la théorie du grand remplacement. Quand elle est traduite dans le langage de ces polémistes, en disant que si on n'élimine pas l'ennemi, parce que c'est ça qui est en jeu, ce qui nous menace. Alors le français est essentialisé, c'est un personnage qui donc va mourir sous les coups de l'ennemi. Alors je dirais que dans le passé, le nationalisme, moi je pense qu'il vaut mieux caractériser la pensée de Zemmour comme une forme de nationalisme, qu'on pourra appeler un nationalisme raciste, comme on voudra, mais c'est le mot nationalisme, c'est constamment le nous français. Et c'est pour ça que je trouve important de rappeler
que la genèse de ce processus-là, parce qu'il naît au moment, un double processus, au moment où la France, la Troisième République, où donc la nation, l'État-nation se construit complètement, et au moment où la démocratie aussi se met en place. Drummond, c'est 5 ans après la loi sur la liberté de la presse. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre ces phénomènes-là, mais à chaque fois, il est adapté donc à des conjonctures différentes. Et je dirais, heureusement pour nous, la situation actuelle de la France est infiniment moins dramatique que celle qu'ont vécue les gens dans les années 30, ou voire même à la veille de la guerre de 14. Drummond a fait de la politique. Oui, il a fait de la politique, il a été élu, vous savez, député d'Alger, brièvement, mais ça a été la catastrophe. C'est aussi un des problèmes, c'est que quand on est comme ça dans un univers qui est un univers de discours, un univers du commentaire, c'est quand même incroyable la prétention d'Éric Zemmour, alors que la démocratie, c'est quand même la séparation des fonctions, la reconnaissance de la compétence dans des domaines différents. Lui, il est omniscient. Il est à la fois journaliste, écrivain, historien, politicien, maintenant, etc. Ou alors seulement etc. prophète, parce que prophète, c'est finalement un métier qui permet d'avoir plusieurs fonctions et de sauver le pays, comme vous l'avez dit. Oui, c'est Gérard ça, Noiriel. et c'est tourné vers l'avenir. Donc, du coup, on n'a pas de preuve à faire, puisqu'on annonce des catastrophes futures. Si elles ne se produisent pas, de toute façon, on n'aura pas besoin de rendre des comptes. Donc, c'est aussi pour ça que son programme, quand on lit son dernier bouquin, s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot », on nous annonce ça comme le programme d'Éric Zemmour, on ne trouve rien. Il y a quelques pages de conclusion qui se résument à ce que vous venez de la citation que vous avez donnée, c'est-à-dire on est en danger de mort, donc ce qu'il faut faire, c'est éradiquer l'ennemi. C'est la seule chose qu'on retient de son discours. Peut-être que l'une des différences que l'on pourrait faire entre Édouard Drummond et Éric Zemmour, c'était pour Édouard Drummond, il n'y avait pas de solution véritable à la question juive. L'intégration n'était pas une solution pour les Juifs. Pour Éric Zemmour, il y a une différence, il y a encore la possibilité d'une assimilation. Oui, voilà, mais elle est quand même, je trouve, esquissée en filigrane, c'est-à-dire une assimilation à condition de ne plus recourir aux prénoms, vous savez, enfin, toute cette querelle sur les prénoms, voilà. Donc, il n'y a pas du tout de réflexion, puisqu'il ne s'appuie absolument pas, il nous discrédite, nous, les historiens de l'immigration, pour avoir justement réfléchi à ce que ça voulait dire, assimilation ou intégration, etc. Donc, moi, je pense que c'est quand même dans la logique de l'élimination, c'est-à-dire l'élimination d'une culture, d'une minorité, etc. L'une des spécificités, on a débuté par l'évoquer, Gérard Noiriel, d'Éric Zemmour, c'est effectivement de fabriquer une histoire. Alors c'est une histoire identitaire, vous la qualifieriez comment, ce récit historique qu'il fait au sujet de la France? Oui, c'est ce qu'on appelle une histoire identitaire, c'est-à-dire que les individus réels, dans leur diversité, leur complexité, leurs contradictions, n'existent pas. Ce sont des personnages qui s'affrontent. Donc c'est pour ça aussi que ça a un impact, parce que c'est une sorte de roman, vous voyez, donc les gens s'identifient. Quand vous êtes français, qu'on vous parle des Français, vous allez vous identifier, et donc c'est ce récit aussi qui fait remonter, donc les éléments sont choisis pour construire un ennemi héréditaire. Donc, je crois qu'il dit dans un de ses livres, l'histoire ne repasse toujours les mêmes plats. Donc ça veut dire, voilà, donc c'est 732, la bataille de Poitiers, etc. Donc l'ennemi héréditaire aujourd'hui, c'est le musulman qui a toujours voulu détruire notre civilisation. Donc là, on est dans un schéma aussi répétitif, mais ce qui est important, c'est dans la rhétorique, pourquoi les gens y croient, c'est parce que c'est adapté à une conjoncture, c'est-à-dire aussi sur des faits divers qui sont dramatiques. C'est-à-dire, évidemment, les attentats criminels, etc., ce sont des choses qui existent, mais qui sont, vous voyez, intégrées dans ce récit fantasmatique. Et l'autre thème qui est là aussi extrêmement présent, c'est le thème de la décadence, du fait que notre pays roule vers l'abîme, sauf s'il y a un sursaut, Gérard Noiriel. Oui, voilà, c'est typique aussi de ce genre de récit. Donc, on va vers la décadence, donc tous les éléments qui relèvent des progrès de la démocratie. La reconnaissance des minorités, mais aussi la question des femmes, des homosexuels, etc., sont intégrés pour dénoncer une décadence. Mais alors, justement, parce que le fait que vous le compariez à Édouard Drummond écrivait la France juive en se réclamant de la France catholique. Éric Zemmour est juif. Qu'est-ce que ça change donc le fait qu'il appartienne lui-même à une religion minoritaire? Est-ce que ça ne permet pas de voir un distinguo par rapport à ce que vous disiez sur Drummond?
Oui, c'est une des différences, mais quand on regarde de près, je crois que moi j'ai lu intégralement les œuvres complètes d'Éric Zemmour, je crois que peu de gens l'ont fait, et on voit bien comment il articule tout ça, c'est-à-dire il prend parfois son exemple, oui, moi je suis juif, mais je me suis assimilé. C'est l'idée de l'assimilation, donc qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il se présente, voilà, comme quelqu'un qui a fait l'effort, tout en étant juif, de reconnaître, vous savez, les propos scandaleux sur Bugeaud, là, en disant que Le maréchal Bugeaud, il faut rappeler Bugeaud, qui était voilà, au Bugeaud. moment de la conquête de l'Algérie, donc, qui est un massacreur de première, etc. Donc, Mais c'est très important oui, l'Algérie oui, pour Éric Zemmour, oui. D'abord parce que il a été, il est issu, Il est issu de cette migration-là, oui. de cette France-là qui a colonisé l'Algérie, et puis aussi parce que on sait bien que c'est une composante extrêmement importante dans le vote pour le Front National, qu'il y a eu énormément de rapatriés d'harkis qui ont porté leur suffrage vers le Front National. Une partie de la droite dite sudiste, est aussi portée par cela. Bref, est-ce que ça n'est pas une clé de compréhension qui est du coup assez différente de la culture politique d'Édouard Drumont? Oui, oui, bah là, c'est sûr que ça, c'est tous les aspects qui sont liés aux étapes ultérieures de notre histoire. Ça, c'est évident, parce que même Zemmour ne parle pas comme parlait Drumont. Le langage s'est pacifié. Enfin, il y a toute une série de changements. Donc ça, mais je pense qu'il ne faut pas rester à ces aspects, je dis pas superficiels, mais les plus visibles. C'est parce que justement, la rhétorique, c'est des règles qui font qu'on va s'adapter à un contexte pour séduire des clientèles, en reprenant des recettes qui sont, comme on le disait tout à l'heure, toujours les mêmes, c'est-à-dire la généralisation autour de personnages qui sont des stéréotypes par le fait, l'angoisse, et donc des gens qui... parce qu'un des points quand même sur lesquels s'appuie, typiquement lié au populisme, c'est qu'il y a des gens qui vont... Moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux un peu les gens qui soutiennent Zemmour. Vous avez des gens, si vous voulez, qui sont respectables. Et donc, il y a un risque aussi pour nous qui allons utiliser des arguments rationnels pour critiquer Zemmour, c'est d'être ce qu'il fait constamment, c'est de dire, regardez cette élite, les ennemis de l'intérieur, etc. Donc, toute analyse rationnelle est évacuée à partir de cette dénonciation donc, de gens qui le critiquent. Donc, il faut trouver aussi une rhétorique, je dirais, de notre côté, pour faire comprendre aux gens où l'impasse dans laquelle ça nous mènerait si des gens comme lui étaient élus, mais en respectant, je dirais, ce que sont et les raisons pour lesquelles les gens peuvent peut-être s'identifier à ce personnage. L'un des aspects les plus polémiques des œuvres d'Éric Zemmour, c'est sa défense de Pétain, alors notamment une défense au nom de la thèse, je le dis en substance, il le développe de manière un peu différente, mais en substance, l'idée, c'est de dire que Pétain, ça a été le bouclier, qu'il y a eu moins de juifs en France assassinés par les nazis, précisément parce qu'ils ont été protégés par Vichy. Qu'en pensez-vous en tant qu'historien, Gérard Noiriel? Je veux dire, les historiens spécialistes de cette période ont démonté tout ça, je veux dire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le pourquoi, effectivement, on pourrait dire, Zemmour, lui-même, que vous le disiez, juif, etc., peut aller jusqu'à défendre le maréchal Pétain. C'est, je crois, parce que dans la politique de Pétain, qui était la révolution nationale, il y avait cette dimension qu'on retrouve dans le pseudo-programme de Zemmour d'une rhétorique antidémocratique. C'est-à-dire que vous savez ce que ferait, l'une des premières mesures, il l'a dit ça explicitement, qu'il prendrait, ce serait de supprimer la loi de 72 réprimant le racisme. Bon, eh bien Pétain a fait ça, avec le décret-loi Marchandeau de 1939, qui était une première mesure visant à réprimer les discours de haine. Première mesure de Pétain, ça a été de supprimer. Donc on voit bien que, au-delà de cette affaire, de ces manières d'essayer de réhabiliter Pétain par rapport aux Juifs qui l'auraient sauvé, il y a l'idée que ce type de personnages peuvent être considérés comme des précédents légitimes pour l'avenir de la France. Mais alors, aujourd'hui, il en appelle à la synthèse gaulienne, donc on n'est plus du tout sur Pétain. Le fait que De Gaulle, et là aussi, c'est un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure sur l'Algérie et sur le fait que finalement, une partie
de la base électorale possible, puisqu'aujourd'hui il n'est pas candidat d'Éric Zemmour, ce serait donc cette sensibilité pour l'Algérie française qui perdure. Est-ce que le fait d'en appeler à De Gaulle est là aussi quelque chose qui peut se défendre pour Éric Zemmour, Gérard Noiriel? Je veux dire, vous savez, quand vous essayez de trouver une suite logique dans ces argumentations-là, vous n'en trouvez pas. Donc, il y a c'est plutôt comme des slogans, vous voyez, visant comme ça, même si ça ne se justifie pas, évidemment, par rapport à l'histoire du gaullisme. Il y a l'idée de Gaulle comme Napoléon, vous savez, comme ça, il le dit d'ailleurs, Jeanne d'Arc, Napoléon, De Gaulle, les grands hommes, ou femmes pour Jeanne d'Arc, qui ont sauvé la France. Donc, il se situe, lui, comme... Parce qu'il faut voir dans cette rhétorique, il y a aussi l'héroïsation. Je suis le personnage qui va sauver la France. Donc ça, il y a des gens qui s'identifient à ce rôle-là. Mais évidemment, ça c'est un point que je voudrais souligner aussi, c'est qu'une des évolutions, c'est que justement, la défaite du politique quand même, puisqu'on passe de Marine Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen, il reprend un certain nombre de choses qui étaient déjà chez Le Pen, mais c'est un journaliste. Donc il y a une évolution du politique au médiatique. Et c'est peut-être ça le plus important dans ce qui se passe aujourd'hui. On va revenir là-dessus. Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la page sombre de la République. C'est votre livre publié aux éditions de La Découverte. Nous serons dans quelques instants en compagnie de notre camarade Frédéric Seyss pour son billet politique, mais aussi pour le livre qu'il publie, Billet politique sur le fil du quinquennat, une coédition France Culture et édition Bouquin. Il est 8h sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Gérard Noiriel, historien et directeur d'études à l'EHESS. Il a consacré il y a 2 ans un ouvrage intitulé Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la page sombre de la République aux éditions de La Découverte. Et puis, je suis en compagnie de mon camarade Frédéric Seyss. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Billet politique sur le fil du quinquennat. Mais alors, ce n'est pas votre billet politique, c'est le livre que vous publiez aux éditions France Culture et Bouquin. Vous nous en parlerez dans quelques instants, mais en attendant, vous voulez évoquer aussi Emmanuel Macron et Joe Biden qui doivent s'appeler dans les jours qui viennent à propos de la crise des sous-marins. Oui, sur ce dossier, Emmanuel Macron est soumis à forte pression des candidats à la présidentielle qui s'empressent de dénoncer la faiblesse du chef de l'État. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. France Culture. L'esprit d'ouverture. Si vous m'aviez connu, c'est le titre de son tout premier album. On pensait le connaître. En effet, grâce au cinéma, on le redécouvre à 71 ans en chanson. Le comédien Daniel Auteuil est mon premier invité. La Grande Table, Olivia Gesbert. Changer de point de vue sur l'esclavage, un collectif de chercheurs examine ce phénomène mondial depuis la préhistoire, bien plus qu'une parenthèse. Pour nos invités ce lundi, vous le verrez, on n'en a pas fini avec l'esclavage. La Grande Table, aujourd'hui à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Suite des matins à 8h18. Le billet politique Frédéric Seyss. Joe Biden et Emmanuel Macron doivent donc se téléphoner dans les prochains jours. La France a rappelé à Paris son ambassadeur après la rupture du contrat de vente de sous-marins à l'Australie. Et cette crise diplomatique va aussi peser sur la campagne présidentielle. On le connaissait placide, prudent, sérieux, égrénant d'un ton monocorde les positions de la France. Jean-Yves Le Drian, précis et économe de ses mots, est le chef de la diplomatie française depuis plus de 4 ans. À l'Assemblée, lunettes sur le bout du nez, il est l'un des rares ministres qui échappent au chahut de l'opposition. Difficile de s'écharper avec un taiseux, seul l'écho vous répond. Et puis voici qu'un nouveau Jean-Yves Le Drian est arrivé ce week-end, invité du JT de France 2. Le chef de la diplomatie française n'a pas ménagé ses mots contre l'Australie et les États-Unis à propos de cette affaire des sous-marins. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et Jean-Yves Le Drian va même plus loin pour évoquer le rôle de la Grande-Bretagne qui fait partie de cet accord sur les sous-marins australiens au détriment de la France. Laurent Delahousse lui demande pourquoi l'ambassadrice de France à Londres n'a pas été, elle aussi, rappelée à Paris. Avec la Grande-Bretagne, il n'y a pas besoin. On connaît leur opportunisme permanent.
Donc ce n'est pas la peine de faire venir notre ambassadrice pour qu'elle nous l'explique. En fait, en plus, la Grande-Bretagne dans cette affaire, c'est quand même un peu la cinquième roue du carrosse. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, comme vous dites, en l'occurrence, fort peu diplomatique. Donc, ces mots extrêmement rares s'agissant de pays alliés montrent la colère de l'exécutif français pour des raisons de politique internationale, bien sûr, liées à la stratégie indo-pacifique, comme l'on dit, mais aussi dans un contexte de campagne électorale sur la scène intérieure. Même si les questions internationales occupent souvent la portion congrue des débats présidentiels, cette crise des sous-marins fait remonter à la surface plusieurs enjeux politiques pour Emmanuel Macron. Lesquels ? Alors d'abord celui de l'autorité, du poids politique, de l'incarnation. Quel est donc ce président que ses alliés bafouent ? La stature présidentielle s'en trouve fragilisée. Ensuite, l'enjeu de la philosophie politique. Souvenez-vous, en 2017, Emmanuel Macron revendiquait l'esprit de conquête. Il y avait l'idée que la France serait attractive à l'extérieur si elle se réformait à l'intérieur, qu'elle serait forte face au monde si elle s'ouvrait à lui, que le refus de l'hypothèse Marine Le Pen, du repli sur soi, assurait à la France une place de choix dans le concert des nations. Fausse note, pour le moins, cette fois-ci, avec le rappel des ambassadeurs. La dirigeante du Rassemblement national ne s'est d'ailleurs pas faite prier pour réagir. Emmanuel Macron va d'échec diplomatique en échec diplomatique, cingle-t-elle sur Twitter. L'arrogance macroniste montre ses limites. Fin de citation. Et puis, dernier ingrédient, Guillaume, de cette crise, elle nous oppose aux États-Unis. Ce n'est pas anodin dans l'imaginaire politique français, imprégné par le gaullisme, la tentation des non-alignés et cette relation ambiguë à Washington. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Jean-Luc Mélenchon estime que l'orientation atlantiste vient d'atteindre sa limite. Le candidat de la France insoumise se dit d'ailleurs solidaire du rappel des ambassadeurs décidé par Emmanuel Macron. À droite, Xavier Bertrand va plus loin. Il met la pression sur le chef de l'État et évoque déjà la possibilité de quitter le commandement intégré de l'OTAN, même s'il oublie au passage que c'est son ancien mentor, Nicolas Sarkozy, qui avait réintégré la France en 2009. Ainsi vont les joies de la campagne électorale. La politique de la chaise vide est donc plébiscitée par ceux qui se verraient bien occuper le fauteuil présidentiel à l'Élysée. Merci Frédéric Seyss, 8h21 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer une possible candidature d'Éric Zemmour et plus largement une évolution, voire peut-être un bouleversement de cette scène politique française. Nous sommes en compagnie de Gérard Noiriel, historien, directeur d'études à l'EHESS. On vous doit notamment Le Venin dans la plume, Édouard Drummond, Éric Zemmour et la page sombre de la République aux éditions La Découverte. Et puis mon camarade Frédéric Seyss, en tant que billetiste politique, mais aussi en tant qu'auteur, puisque vous publiez Billets politiques sur le fil du quinquennat aux éditions France Culture et bouquins. Qui trouve-t-on, Frédéric ? Alors, on trouve 80 billets politiques. C'est une sélection de ces 5 dernières années. Billets politiques que vous avez entendus sur France Culture, enrichis et certains inédits, pour retracer tout bêtement le fil de ce quinquennat, dresser le portrait de la campagne qui s'annonce avec ces nouveaux mots qu'on entend beaucoup, les territoires, j'assume, le nouveau monde qui a perdu un peu de sa superbe, et puis des thèmes comme la poussée écologiste, évidemment, l'impact des réseaux sociaux. Dans une préface inédite, on essaie de raconter aussi la fabrique quotidienne d'un billet politique et les interactions des éditorialistes avec les responsables politiques. Et justement, si on reprend le fil, on évoquait cette candidature d'Éric Zemmour, si on voit l'évolution notamment de l'offre politique à droite, voire à l'extrême droite, Frédéric Seyss, s'agit-il de l'un des fils de ces billets politiques ? Oui, sur la droitisation, il y a un phénomène paradoxal qui est que les thèmes traditionnellement montrés comme ceux de la droite, comme la sécurité, comme le sentiment que la France n'est plus la France d'avant, sont toujours assez hauts dans les enquêtes d'opinion quand vous les lisez, même si des thèmes comme l'environnement progressent évidemment au fil de ce quinquennat. Et le paradoxe, c'est que dans le même temps, le Rassemblement national, après son plus haut historique en 2017 avec 10,5 millions de voix, n'a pas réussi à confirmer cela dans les élections intermédiaires. On l'a vu à l'occasion des régionales il y a encore assez peu de temps. Et la droite traditionnelle n'arrive pas à trouver un leader. Autrement dit, il y a tout de même une forme de guerre culturelle qui a été sinon gagnée, du moins sur laquelle la droite a gagné du terrain, mais finalement qui ne se concrétise pas jusqu'à présent de manière électorale. Comment voyez-vous les choses, justement, Gérard Noiriel, en tant qu'historien? On évoquait la comparaison avec Drummond. Donc Drummond, qui était un
polémiste, auteur de l'un des best-sellers antisémites du 19e siècle, qui s'était lancé dans une carrière politique qui n'a pas été une carrière politique réussie, qui ne se voyait pas précisément à l'extrême droite, parce que aujourd'hui on a une offre politique très différente, et puis un discours vis-à-vis des étrangers ou de ceux qui sont perçus comme tels ou de ceux qui sont considérés comme ne devant pas appartenir à la nation. Eh bien, c'est un discours assez différent de celui du 19e. Oui, mais il faut rappeler que les commentateurs de l'époque, les journalistes ou même les intellectuels républicains de la fin 19e n'étiquetaient pas Drummond comme extrême droite. Il était même parfois considéré comme un homme de lettres. Enfin, voilà. Il y a quand même cette... C'est aussi, je vais attirer l'attention là-dessus, c'est-à-dire qu'une tendance parfois à minimiser le danger que peuvent représenter des individus comme ça, parce qu'ils ont un discours qui peut flatter une partie de l'opinion. Ils peuvent dire parfois des choses qui ont des éléments aussi de vérité. Mais ceci dit, moi j'insiste quand même beaucoup sur le fait qu'on est dans une société aujourd'hui où beaucoup des polémiques, des débats passent par le discours et que la pratique politique, l'action politique, si vous prenez les années 30, les militants d'extrême droite et d'extrême gauche, ils étaient dans la rue en train de se taper dessus, il y avait des morts, etc. Aujourd'hui, heureusement, je dirais, c'est véhiculé plus par les réseaux sociaux, par le discours. Ce qui ne veut pas dire que le discours ne peut pas aboutir, au final, à des décisions politiques. Mais il y a quand même une différence de contexte qui est assez impressionnante. Et j'insisterai aussi sur les mutations liées aux chaînes d'infos en continu, des réseaux sociaux. On voit bien que Zemmour, il commence son ascension au début des années 2000, voilà, à partir de ces émissions-là, les talk-shows, là, il faut faire de la polémique pour pouvoir exister, etc. Donc, il y a ces transformations-là qui sont, à mon sens, importantes et qui peuvent expliquer un Trump aux États-Unis. Donc, c'est pas impossible que ça puisse déboucher. Moi, j'y crois pas trop, personnellement, mais là, je parle en tant que citoyen, mais plutôt qu'en tant que chercheur. Mais vu le contexte actuel en France d'aujourd'hui, vu le mode aussi de désignation, parce que ça compte beaucoup aussi, la logique électorale, le rapport au parti, etc., je ne crois pas trop que cette candidature puisse aboutir. Frédéric Seyd, une des questions qui se pose consiste à savoir si on parle trop d'Éric Zemmour, pas assez, s'il s'agit d'une bulle médiatique. Votre point de vue à cet égard? À l'évidence, la bulle médiatique, comme vous dites, a participé de cette ascension, puisqu'il a été successivement d'abord sur iTélé en tant que polémiste, ensuite sur France 2 le samedi soir comme co-intervieweur aux côtés de Laurent Ruquier et de Éric Nolot, et que depuis 2019, il est présent 5 soirs par semaine sur la chaîne CNews, propriété de Vincent Bolloré. Et jusqu'à présent, il pouvait jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire sur le rôle de commentateur politique, lui-même se définit comme éditorialiste. Il fait d'ailleurs remarquer dans ses meetings, toute modestie mise à part, que Victor Hugo lui-même avait été aussi député à la Chambre, que Chateaubriand avait été ministre, et il se place donc dans leur lignée d'hommes publics, entre guillemets, qui est à la fois dans l'écriture et dans l'action politique. Il dit qu'il a décidé de s'investir davantage en lisant Bainville, Jacques Bainville, l'historien monarchiste, qui, dans ses écrits, regrettait à la fin de sa vie d'avoir eu une existence trop analytique, intellectuelle, descriptive, et pas assez dans l'action politique. Maintenant, une fois que la machine est lancée, elle s'auto-nourrit, puisque vous avez des sondages qui confirment qu'il y a un intérêt jusqu'à 10% des sondés qui voteraient pour lui en l'état actuel des choses, ce qui suscite évidemment des sujets dans les médias, ce qui offre une présence d'autant plus grande à Éric Zemmour. Derrière, il y a des choses beaucoup plus concrètes qu'une bulle. Il faut trouver 500 signatures de maires. Ce n'est pas si facile sans infrastructure militante développée, sans parti, même s'il y a eu des exemples, notamment Emmanuel Macron en 2017 dans une autre forme. Et puis, il faut trouver de l'argent. C'est 22 millions d'euros, une campagne présidentielle. Il faut noter qu'elle n'est pas remboursée ou quasiment pas remboursée si vous n'obtenez pas 5% des suffrages. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Éric Zemmour dit « Je ne me lancerai pas pour faire une candidature de témoignage ». Il y a aussi ça derrière, il y a aussi ce chiffre fatidique des 5%. Le fait précisément qu'il y ait eu, lors de l'élection présidentielle précédente, une sorte de surprise, un homme qui n'appartenait pas au parti, donc là en l'occurrence il s'agissait d'Emmanuel Macron, et puis maintenant une possibilité avec Éric Zemmour, est-ce que ceci révèle une évolution de la démocratie de la Ve République selon vous, Gérard Noiriel ?
Oui, oui, je crois qu'incontestablement, il y a une évolution. Ça a déjà été décrit d'ailleurs. Je pense au philosophe Bernard Manin, la démocratie du public, ce qu'il appelle la démocratie du public. C'est une démocratie qui était dominée par les partis depuis la fin du 19e et aujourd'hui, voilà, qui passe de plus en plus par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des chaînes télé, etc. Je crois que moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question du passage du lien direct au lien indirect. C'est-à-dire qu'est-ce que ça change dans l'histoire par le fait que la communication entre les personnes ne passe de moins en moins par la parole directe, mais par l'écrit, etc. Et là, on voit très bien, on pourrait faire une chronologie à partir de là, c'est-à-dire que la vie politique telle qu'on la connaît encore aujourd'hui avec les partis, c'est lié au triomphe de l'écrit. Des grands journaux de masse, des journaux militants, etc. Et aujourd'hui, vous voyez, on est passé à une logique où c'est plus l'écrit, heureusement, existe encore, mais c'est plus l'audiovisuel qui va imprimer les logiques dominantes, etc. Donc, je crois beaucoup à cette évolution-là, et je pense aussi qu'elle explique, vous en parliez tout à l'heure, un peu ce déplacement vers des thèmes conservateurs de l'opinion un peu partout, parce que les problèmes qu'on rencontre en France, ce ne sont pas uniquement en France. Ça a été évoqué tout à l'heure à partir de ce qui est passé en Espagne, etc. On le voit aux États-Unis, on voit un peu partout. Donc ça amène pour nous aussi à essayer d'aménager nos outils de réflexion pour comprendre évidemment ces mutations dans lesquelles nous sommes pris. Frédéric Seyss, l'un des arguments d'Éric Zemmour consiste à dire Marine Le Pen ne peut pas être élue. D'ailleurs, elle le sait aujourd'hui, ajoute-t-il. Il y a un lien entre cette possible candidature et ce que l'on décrit comme étant un affaiblissement du Rassemblement national ou de sa présidente dans le cadre d'une élection présidentielle. Votre commentaire ? Oui, Éric Zemmour dit Marine Le Pen ne peut pas être élue et tout le Rassemblement national, sauf elle, est au courant de cela. Il prend pour exemple les dernières élections intermédiaires, les régionales, et une partie des électeurs du RN, on parlait de ces presque 11 millions de voix de 2017 au deuxième tour, qui sont restés chez eux, qui ne sont pas allés confirmer leur vote à l'occasion de ces régionales. On l'entendait dans les reportages d'ailleurs sur France Culture de notre camarade Antoine Marette, qui était allé dans le Sud et qui avait interviewé des anciens électeurs du Rassemblement national qui disaient elle est devenue, entre guillemets, trop dans le système, elle est devenue trop molle, elle est devenue trop courante. C'est la fameuse stratégie de la dédiabolisation. Selon elle, il fallait en passer par là pour, au deuxième tour, pouvoir envisager éventuellement de s'emparer du pouvoir. Ce qu'il faut noter, et ce sera intéressant dans les prochains mois, c'est que cette vision n'est pas celle uniquement d'Éric Zemmour. Dans le propre camp de Marine Le Pen, il y a plusieurs de ses lieutenants, qui évidemment, hors micro, évidemment anonymement, vous disent qu'ils ne croient plus en leur patronne, qu'elle n'a pas de sens politique assez développé, et que selon eux, il aurait fallu faire une campagne beaucoup plus identitaire, beaucoup plus marquante, beaucoup plus choquante, pour à la fois marquer le terrain et à la fois attirer l'attention médiatique, puisque le système médiatique et les réseaux sociaux dont parlait Gérard Noiriel sont ainsi faits, hélas, entre guillemets, que ce sont les positions les plus iconoclastes, voire les plus choquantes, qui rencontrent le plus grand écho, et finalement vous vous banalisez si vous restez dans une construction trop, entre guillemets, classique, voire trop centrée sur un raisonnement, des faits, une campagne. Il vaut mieux avoir une proposition choc. Maintenant, il faut aussi faire attention, nous ne sommes qu'en septembre. Éric Zemmour, en ce moment, monopolise l'attention puisqu'il a la sortie de son livre. Il y a un moment Zemmour, très, très clairement. Néanmoins, il y a eu beaucoup, dans chaque élection présidentielle, de candidats qui étaient un peu des bulles. À l'automne, Jean-Pierre Chevènement fait jusqu'à 15% dans les sondages, dans un autre genre évidemment. Il finit à 5 en 2002, sans parler de Coluche dans les années 80, en 1980, qui finalement renonce à se présenter après avoir obtenu jusqu'à 16% dans les sondages. Mais alors, peut-être que là aussi, on retrouve avec Marine Le Pen la question traditionnelle d'une campagne de premier ou de second tour, puisque ce qui l'affaiblit aux yeux de certains est peut-être aussi ce qu'elle fait pour tenter de briser ce que l'on avait appelé, je mets l'expression entre guillemets, le plafond de verre de Marine Le Pen. Oui, alors Éric Zemmour profite aussi d'une forme d'interstice, puisque Marine Le Pen est candidate depuis janvier 2020.
Et donc, finalement, elle s'est banalisée avec des thématiques qui, par ailleurs, sont quasiment celles de la droite de LR, si vous voulez. C'est le respect de la nation, une forme de protectionnisme, la sécurité, l'embauche de policiers, la légitime défense des policiers, dont Jordan Bardella, le nouveau patron du parti, parlait encore ce matin, pendant que Éric Zemmour veut quasiment débaptiser une partie des Français dont le prénom ne lui convient pas. Donc, on voit qu'il profite aussi de ce moment de... On n'a pas forcément dit que relâche. ce serait rétroactif. Non, c'est vrai, mais en tout cas pour les futurs, c'était une de ses propositions. On voit que Éric Zemmour profite de ce moment un peu suspendu où Jean-Luc Mélenchon est candidat depuis longtemps, Marine Le Pen est candidate depuis longtemps, Emmanuel Macron ne peut pas se présenter avant la fin de son mandat, et finalement, lui, il prend ce moment-là. Il faudra ensuite s'il persévère sur sa candidature, qu'il en dise plus sur ses propositions, et c'est peut-être là aussi qu'il va rencontrer une forme d'obstacles beaucoup plus durs que jusqu'à maintenant. S'il est candidat, il faudra qu'il s'exprime sur d'autres thèmes que les siens. Par exemple, qu'est-ce qu'il propose sur l'écologie ? Aucune idée jusqu'à présent. Sur la politique de la BCE, sur l'euro, est-ce qu'il faut en sortir ou pas ? Sur les retraites. Ça, c'est autant de sujets qui peuvent diviser le début d'électorat qu'il s'est constitué. Lui-même se vante de pouvoir faire le lien entre les classes populaires et les classes bourgeoises, contrairement à Marine Le Pen, dit-il. Sur tous ces sujets plus économiques, ce sera difficile de cimenter un électorat. On ne parle même pas de la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il aurait fait sur le pass sanitaire, etc. Quand vous devenez un candidat sérieux, vous finissez par passer aussi à l'essoreuse des propositions. Et là, pour le coup, ce sera moins facile. Il devrait être beaucoup plus précis pour faire avancer sa candidature. Alors, Gérard Noiriel, ce qui est certain, c'est que cela correspond entre Marine Le Pen, Éric Zemmour dont on vient de parler, les Républicains, peut-être aussi une partie de La République En Marche. Tout ceci concourt à dévoiler une France qui est de plus en plus droitisée. Votre point de vue à ce sujet ? Oui, je pense qu'il y a une évolution, une hégémonie, on pourrait dire, des thèmes de classiques de la droite et de l'extrême droite dans la France d'aujourd'hui. Et c'est beaucoup lié aussi au recul le recul des revendications sociales, c'est-à-dire la question sociale, qui reste quand même tout à fait déterminante pour la majorité des gens, mais qui, progressivement, à partir des années 80, a été marginalisée pour des raisons compréhensibles. C'est-à-dire, on a une crise de la gauche, c'est-à-dire la gauche au pouvoir a énormément déçu, donc il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à la politique. Bon, il y a le parti des abstentionnistes, comme on dit. Il y a aussi la déliquescence du mouvement ouvrier, du syndicalisme lié aux transformations, à la mondialisation de l'économie. Donc on a tous ces éléments-là qui font que les questions sociales qui restent fondamentales sont marginalisées. Et ça fait le lit, je dirais, aussi des populistes qui, eux, intègrent, on le voit bien quand on lit Zemmour, qui se prétendent justement populaires en invoquant leurs origines, en cachant le fait qu'ils sont maintenant intégrés dans les cercles de la grande bourgeoisie parisienne, pour attirer aussi l'attention de gens qui sont de réelles victimes de la société. Mais quand vous parlez d'un oubli de la question sociale, pour que les choses soient claires, alors à droite, il pourrait être considéré comme traditionnel, encore que je ne sais pas ce que vous en penserez, mais il est aussi, je crois, pour vous, présent à gauche, cet oubli de la question sociale. Alors, c'est pas forcément un oubli, mais c'est que les thèmes n'ont plus la visibilité qu'ils pouvaient avoir, parce que est-ce que les gens regardent les programmes ? Si on regarde les programmes des candidats, on peut voir les différences par rapport à ces questions sociales et qu'il est présent à gauche. Mais c'est aussi lié aux mutations, je dirais, de la définition même de ce que c'est des inégalités, des discriminations. Vous savez, tout ce débat qui s'est développé autour de l'intersectionnalité, etc. Voilà, c'était là où je voulais vous emmener, puisque vous avez publié avec Stéphane Beau Race et sciences sociales aux éditions Agone, c'était en 2021. Et là, vous expliquiez que cette question sociale, elle était bien souvent reléguée au second plan de la part donc de la gauche, des partis de gauche, au profit donc des questions raciales, je mets le terme entre guillemets. Oui, donc il faudrait vraiment distinguer au sein de la gauche. Enfin, il y a différentes composantes. Qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui ? Enfin, c'est très compliqué. Donc nous, on s'intéressait surtout dans le champ intellectuel, dans notre univers aussi. La manière d'articuler les différents facteurs qui composent l'identité des personnes. Évidemment, ce qui apparaît une évidence, c'est que les gens qui sont issus de l'immigration, les femmes tout particulièrement, cumulent les formes de discrimination. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est après comment
vraiment fabrique un programme politique. Moi, je ne sais pas, j'étais étudiant dans les années 70, ça remontait à un certain... Mais j'ai vu quand même l'élan qu'avait créé le programme commun de la gauche, où on avait le sentiment à ce moment-là qu'on pouvait conjuguer autour d'un élément quand même qui était central, qui était la lutte contre les inégalités sociales, économiques et sociales, qui étaient déterminantes, mais comment on pouvait articuler autour de ça, voilà, des revendications qui relevaient sur les autres formes de domination que pouvaient subir les gens. Et donc, alors je ne dis pas que c'est facile, moi je ne veux pas jouer les yakas, hein, je veux dire, mais on peut analyser en tout cas cette marginalisation de la gauche à partir de cette difficulté, de cette incapacité à relier les différentes composantes des problèmes qui peuvent se poser, qui sont traditionnellement pris en charge par la gauche. Alors ça, c'est peut-être aussi un appel d'air, Frédéric Sey. Si la gauche est perçue comme faible, cela explique aussi peut-être pourquoi il y a multiplication de candidatures à droite. Oui, à l'évidence, il y a un plus grand stock de voix pour l'instant à droite. Les élections l'ont démontré, les sondages le quantifient jusqu'à présent, même s'il faut rester prudent. Les campagnes ne se passent évidemment jamais comme prévu. Et ce qui fait que la droite a du mal à répondre à ce que vous évoquiez, à ce phénomène Zemmour pour l'instant, puisque si elle l'attaque trop violemment, elle peut risquer de s'aliéner une partie de ses électeurs ou de ses sympathisants ou de ses lecteurs. Son dernier livre s'était vendu à près de 500 000 personnes, à 500 000 exemplaires, donc ça n'est pas rien. Dans le même temps, si elle le laisse faire, il va petit à petit aussi croquer une partie de l'électorat post-séguiniste, souverainiste, qui existe encore dans les rangs de LR, même s'il n'est plus aussi puissant qu'à une époque. Puisque c'est de là d'où il vient. Puisque c'est de là d'où il vient, et il se revendique de Philippe Séguin, même s'il y a d'autres tendances dans Éric Zemmour, qui est une sorte de pot pourri idéologique aussi, hein, on peut le dire, un étatisme assez fort, même si on ne sait pas s'il est resté sur ces thèmes-là depuis le début. Et donc la droite ne sait pas vraiment comment s'y prendre, puisque si vous notez l'ensemble du champ politique, depuis des années, plus personne ne veut, par exemple, sortir de l'Union européenne. Cela fait que finalement, la question sociale elle est aussi liée aux traités européens. Vous ne pouvez pas décider, par exemple, d'être protectionniste si vous restez dans les traités européens. Et cela fait qu'il y a une forme de difficulté à lutter contre cette idéologie de la part de cette droite qui est restée en bonne part, je parle de LR, en tout cas libérale. Et si l'on continue dans cette perspective-là, hein, Gérard Noiriel, quand on voit effectivement la manière dont le président actuel, puisque une offre politique, ça se construit également de manière relative, Emmanuel Macron peut incarner une forme de haute fonction publique française traditionnelle, qualifiée par certains de technocratique, en tout cas rationnelle, ce qui peut expliquer qu'une candidature comme Éric Zemmour insiste non pas sur la raison, mais sur la passion de la France, son obsession de la nation. Là aussi, c'est une rhétorique qui peut être analysée comme irrationnelle ou irrationaliste. Oui, il y a cette des dimensions-là, je crois, qui est incontestable, mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que les usages de Zemmour, hein, parce qu'il ne faut pas trop uniquement focaliser sur le personnage. Est-ce que, je mets un point d'interrogation, je n'ai pas étudié ça de près, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part d'Emmanuel Macron une utilisation de ce personnage, comme Mitterrand l'avait fait, vous savez, avec Le Pen, hein, une utilisation pour diviser, je dirais, un peu plus la droite et la mettre dans l'embarras, puisque ça apparemment le cas, puisque quand même, vous savez qu'il avait téléphoné, il y a cet épisode où Emmanuel Macron téléphone à Zemmour après une insulte qu'il avait reçue. Il en parle d'ailleurs, Zemmour, dans son dernier bouquin. Il y a l'entretien à valeur actuelle, quand même, qui est vraiment la publication qui soutient le plus Zemmour, etc. Donc on se demande s'il n'y a pas aussi une stratégie là, interne au champ politique de la part d'Emmanuel Macron pour diviser le camp adverse et comme ça s'imposer plus facilement. Frédéric Sey, on peut le voir stratégie aussi, politique. On peut le voir aussi dans l'autre sens, oui. Dans la mesure où si Éric Zemmour grignote un certain nombre de voix à Marine Le Pen, l'affaiblit, continue de l'affaiblir, il peut la faire passer en dessous du seuil de qualification pour le second tour. Il faut environ 7 à 8 millions de voix pour passer au second tour dans une élection présidentielle française. Si Marine Le Pen se voit trop contestée sur sa droite par Éric Zemmour, elle peut passer en deçà de ce
seuil et favoriser l'accès au deuxième tour, par exemple, d'un candidat de droite, comme Xavier Bertrand, qui pour le coup aura beau jeu d'arriver en homme qui contestera le bilan d'Emmanuel Macron sans entraîner la frayeur ou le dégoût ou le rejet que peut susciter la candidate du Rassemblement national. Donc ce que vous êtes en train de dire, Frédéric, c'est que s'il s'agit d'une manœuvre d'Emmanuel Macron, celle-ci peut être risquée. Oui, on voit toujours un peu des manœuvres partout dans la vie politique, sans prendre en considération le fait que les responsables publics, en réalité, n'ont pas la main sur grand-chose et que quand ils tentent des coups de billard à 3 bandes, en général, le coup rate dès la première bande, puisque tout est assez, comme vous le disiez, imprévisible, déstructuré. On voit des candidats qui émergent, des partis qui ne comptent plus vraiment, des responsables syndicaux qui ne pèsent plus. Bref, toute cette vie politique qui était jusqu'ici relativement régie par des règles ne l'est plus du tout. Donc, pour le coup, je pense qu'il n'est pas forcément de l'intérêt de l'exécutif, d'une manière très cynique, que Éric Zemmour puisse permettre à Marine Le Pen de ne pas figurer au second tour. Bon, en revanche, on a des précédents de commentateurs politiques devenus des hommes politiques. Je pense par exemple à Boris Johnson, qui avant de devenir le Premier ministre britannique a commis un certain nombre d'ouvrages où il se montrait finalement assez éclectique et assez radical dans sa plume. Et puis voilà, aujourd'hui, il est à la tête du gouvernement anglais, Frédéric Seyss. Oui, il était correspondant à Bruxelles, Boris Johnson, pour la presse britannique, eurosceptique. Il s'était fait une spécialité d'aller critiquer les petites arguties de la technostructure bruxelloise, les normes sur la cambrure des bananes. C'était son grand exemple pour montrer à quel point définitivement il fallait sortir de ce carcan pour le Royaume-Uni. Et puis dans les exemples que vous citiez, vous auriez pu également citer Donald Trump, qui avait une chronique hebdomadaire sur Fox News, la chaîne ultra-conservatrice américaine, à partir de laquelle il a commencé à se tailler un assez fort succès de personnalité. Puis ensuite, il y a eu les débats des primaires républicaine au cours desquelles il a été extrêmement agressif, assez drôle aussi, il faut le dire, ça a fait partie de son succès, a bousculé cette classe politique qui était installée. Il y avait le frère de George Bush, Jeb Bush, gouverneur de Floride, il y avait tout un tas de pontes qui étaient candidats à cette élection, et finalement, dans une sorte d'attraction-répulsion, les médias ont aussi participé à faire gonfler ce phénomène. Suivez mon regard. Est-ce qu'on a des exemples, d'autres exemples historiques, Gérard Noiriel, de cette transformation en France? Alors, on a évoqué Drumont, mais là, c'est une transformation ratée. Est-ce qu'il en est d'autres qui pourraient être considérées comme des transformations réussies? Je veux dire des transformations donc de polémistes qui deviennent des hommes politiques à part entière. Des hommes politiques, oui, mais qui briguent le pouvoir suprême comme être président. Moi, je n'ai pas d'exemple, puisque dans la vie politique antérieure, il fallait quand même avoir un ancrage, comme je le disais, dans un parti, au moins dans dissidence, un micro-parti, etc. Et puis être présent dans la presse. Et beaucoup, en France, c'était beaucoup les hebdomadaires, beaucoup les, voyez, donc il fallait avoir cette capacité à investir le champ culturel et puis des connexions politiques. Mais il y avait quand même toujours une soumission aux règles et à la loi des partis. Et c'est ça qui a changé, je pense, dans la période récente. Emmanuel Macron a été d'ailleurs le premier exemple fameux, et donc qui inspire peut-être aujourd'hui des successeurs. Donc oui, on est dans cette période-là de mutation par rapport à ce que c'est la politique, par rapport à l'investissement politique. Ceci dit, par rapport à Zemmour, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle populaire. Le fait même de vendre 500 000 exemplaires, on en rêve tous, évidemment. Je vous souhaite d'arriver à ce score. Frédéric voilà. Mais c'est rien, c'est une popularité médiatique ou littéraire, mais ce n'est pas une popularité politique. C'est tout le problème d'ailleurs. Vous pouvez être très radicaux et là vendre des bouquins, mais après, pour être élu président de la République, il faut la moitié des suffrages de l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire des dizaines de millions de personnes. Gérard Noiriel, merci d'être venu nous éclairer. Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la page sombre de la République, c'est aux éditions de La Découverte. Et puis alors ce livre, Frédéric Seyss, on va essayer de prier pour qu'il atteigne les 500 000 exemplaires. En attendant, il s'intitule Priez fort. Billets politiques sur le fil du quinquennat. C'est une coédition France Culture
et bouquin, et il sera publié dans 2 jours. Quentin Lafay, Adèle Van Rett et Arnaud Laporte vont bientôt s'élancer. Quentin, nous poursuivons en votre compagnie le dessin du paysage des transformations en cours avec ce matin une transition sociale. Et oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une question en effet ce matin. Comment le meilleur maire du monde lutte contre la pauvreté qui sévit dans sa commune ? Réponse dans quelques instants.